Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré à la présentation des principales fonctionnalités de votre espace adhérent. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, Manuel Tavares, je suis le directeur de la CST, votre service de santé au travail. Ce webinaire vous sera présenté par M. Jérémy Ougier, infirmier en santé au travail, et M. Laurent Mercatoris, responsable du service de prévention et de formation. Comme vous le savez sans doute, l'accès au portail adhérent a été mis en ligne le 20 janvier 2021 et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter les principales fonctionnalités. En ce qui concerne les modalités pratiques liées au déroulement de ce webinaire, vos micros sont coupés pendant la présentation. Vous avez la possibilité de demander la parole en cliquant en bas de votre écran sur « Lever la main ». Vous pouvez également poser vos questions par écrit en cliquant en bas de votre écran sur « Questions-réponses ». Nous allons essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure du déroulement de ce webinaire. Et en fin de présentation, nous allons consacrer un temps d'échange pour pouvoir répondre à vos dernières questions. Je précise que ce webinaire est enregistré et un lien vers le replay sera disponible et transmis à l'ensemble de nos adhérents. Sans plus attendre, je passe la parole à M. Jérémy Ougier pour une présentation des fonctionnalités de votre espace adhérent. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, comme l'a dit M. Tavares, le but du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu le portail adhérent avec tout ce qu'on peut y faire et notamment en période de déclaration des effectifs, justement savoir comment vous allez pouvoir faire la déclaration de vos effectifs. Alors, le portail adhérent, c'est quelque chose de nouveau. Là-dessus, c'est vrai que la CST fait un peu peau neuve et du coup, on vous présente aujourd'hui cette nouvelle plateforme. Jusqu'à maintenant, pour les adhérents un peu plus anciens, le traitement des déclarations d'effectifs, c'était long, fastidieux pour vous comme pour nous. Et aujourd'hui, le portail donne cette opportunité de partager beaucoup plus rapidement les informations. Et vous allez voir que faire votre déclaration d'effectifs, si vous jouez le jeu et que vous pouvez renseigner les informations au fil de l'eau toute l'année, vous verrez qu'elle se fera vraiment en quelques clics. Donc, voici le plan en fait, du webinaire d'aujourd'hui. Donc, le but, ça va être de vous montrer comment mettre à jour vos coordonnées, donc les coordonnées de facturation, coordonnées principales, coordonnées médicales, comment mettre à jour la liste des postes de travail, comment créer les nouveaux salariés qui ont intégré votre entreprise depuis l'année dernière et qui ne font pas partie du coup de la liste de vos personnels actifs, comment modifier certaines informations des salariés, notamment des passages de CDD en CDI, des adresses qui changent ou peut-être des noms de famille avec des personnes qui se sont mariées ou même de nouveaux postes de travail ou de nouvelles habilitations. Également, comment sortir les salariés qui ne font plus partie de l'effectif avant le 31 décembre 2020. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va vous montrer comment valider votre déclaration d'effectifs pour l'année 2021. Donc, déclaration d'effectifs qui se fait au 1er janvier 2021. Et enfin, comment visualiser vos factures, donc les factures passées, les factures à payer. Et en dernier lieu, du coup, vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire d'autre sur le portail. Donc, comme voir la liste des consultations, voir les plages de rendez-vous qui vous sont attribuées et même comment faire une demande de rendez-vous via le portail. Et sans plus attendre, direction le portail. Donc, vous avez dû recevoir normalement les dernières semaines vos identifiants pour vous connecter au portail adhérent. Pour vous connecter au portail adhérent, rien de plus simple. Vous tapez notre adresse, l'adresse de notre site internet, donc act-strasbourg.com, et vous tomberez sur notre page d'accueil, où on a encore des informations Covid qui restent d'actualité. Et vous trouverez, du coup, sur le bandeau en haut, les informations Covid, e-learning. Je vous conseille d'aller voir, il y a des informations qui sont très sympathiques, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et enfin, vous avez l'espace adhérent. En cliquant sur l'espace adhérent, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir où on va vous demander vos identifiants et mots de passe qui vous ont été envoyés par mail. Si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à nous contacter sur une adresse mail générique qui est espace.adhérent@act-strasbourg.com. Monsieur Mercatoris, je vous laisse la parole. Vous aviez quelque chose à dire? Non? Très bien.
Donc, une fois que vous avez tapé vos identifiants, donc on vous conseille de faire plutôt un copier-coller en fait, des identifiants que vous avez reçus par mail, notamment s'il y a des informations où vous avez des signaux particuliers, notamment la barre, pour l'identifiant et le mot de passe. Une fois connecté, vous allez rentrer donc sur votre espace adhérent. L'accueil de l'espace adhérent se présente tel quel, donc avec un espace d'accueil où vous allez voir des grosses icônes qui vous permettent d'aller dans des menus différents. Vous avez les mêmes menus qui sont repris sur le côté, mais pour faciliter la navigation, on a sélectionné du coup des informations pour la gestion au quotidien de vos salariés, la gestion du compte et des documents, et enfin une partie sur les interlocuteurs qui vous permettra d'envoyer des mails, que ce soit du coup à l'assistante ou à l'adresse du coup espace adhérent pour répondre à des soucis techniques, ou alors au niveau du siège concernant la facturation. Alors, le premier point dont je vous avais parlé, sur lequel on va s'accorder, ça va être la mise à jour de vos coordonnées. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur « Mes coordonnées ». En cliquant dessus, vous allez vous retrouver avec 3 cartes. Donc, les coordonnées principales, qui sont la plupart du temps les coordonnées du chef d'entreprise, donc avec le nom du contact. Après, vous pouvez modifier ce contact si jamais il doit changer. Et également, on vous demandera d'avoir un téléphone, alors qu'il soit fixe ou portable. C'est dans la rubrique téléphone fixe, car il y a la petite astérix, vous le voyez. Donc, ce sont les renseignements obligatoires. Et également une adresse mail. Les coordonnées de convocation, elles correspondent du coup à la personne qui sera ressource, notamment pour les équipes médicales, notamment pour l'assistante médicale. Et c'est la personne qui recevra les convocations pour les rendez-vous. Et donc là, idem, on a besoin des coordonnées donc, du contact principal, d'un téléphone et une adresse mail. Les coordonnées de facturation, comme son nom l'indique, c'est la personne qui est en charge de la facturation, où là, ça peut être quelqu'un de votre entreprise ou alors peut-être même un expert comptable ou un comptable extérieur si vous sous-traitez cette tâche. Concernant les données qui ne sont pas modifiables, vous voyez que certaines données, celle-là, l'adresse, ne sont pas modifiables. Dans ce cas-là, je vous invite à vous retourner vers la foire aux questions et qu'on verra un petit peu après pour justement savoir comment faire modifier des informations qui ne sont pas modifiables. Et ce sera à nos services, donc au siège, de procéder au changement de certaines informations. Enfin, concernant les coordonnées de convocation, si c'est une personne, du coup, la personne change, donc si la personne en charge des convocations change, dans ce cas-là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de prévenir par mail la secrétaire qui est en charge du coup du suivi de dossier chez nous pour lui signaler que du coup la personne change, donc pour qu'elle puisse se présenter avec le nom, prénom et l'adresse mail pour que ça soit une personne contact également chez vous. Il y a d'autres informations qui peuvent changer, notamment dans les divers. Donc, s'il y a un CSE, donc ça veut dire que si vous augmentez la taille de l'entreprise, le SIRET n'est pas modifiable, mais le NAF peut changer. Si vous devez changer de numéro de SIRET ou fusionner 2 entreprises qui vous appartiennent pour une, idem, il sera important, là, vous devrez vous retourner vers le siège pour qu'il puisse procéder du coup à ces changements-là. Sur cette page-là, vous verrez aussi l'adresse de votre centre médical de référence, ainsi que les personnes ressources dans l'entreprise pour vous, notamment le médecin du travail avec le nom du médecin du travail, votre assistante secrétaire médicale qui vous est rattachée avec son numéro de téléphone et son adresse mail. Et si vous avez la chance d'avoir un infirmier de santé au travail ou une infirmière de santé au travail, vous avez également le nom là. Et enfin, sur l'item compte portail, vous avez l'identifiant qui apparaît. Donc là, c'est un numéro pour vous et l'email en relation. Et l'email de contact, en fait, pour le portail, ça va être justement l'email de convocation. Pourquoi c'est important? C'est important si vous souhaitez, changer de mot de passe ou si vous oubliez votre mot de passe. Vous allez vous connecter de temps en temps, mais si vous oubliez votre mot de passe, quand vous êtes sur l'accueil, il suffit pour vous de cliquer sur mot de passe oublié et vous allez vous retrouver sur une nouvelle page, un formulaire de demande de régénération de mot de passe. À ce moment-là, il suffit de refrapper votre identifiant qui est votre numéro d'adhérent et ensuite l'adresse mail à qui ça va être envoyé, l'adresse mail de référence chez nous qui est normalement l'adresse de convocation et ensuite faire une petite addition pour être sûr que vous n'êtes pas un robot.
et vous pourrez du coup régénérer votre mot de passe et vous serez maître du coup de votre mot de passe. Voilà. Je vais juste me reconnecter sur un adhérent test. Monsieur Ougier, excusez-moi, est-ce qu'éventuellement le mot de passe il est modifiable par les adhérents? Tout à fait, il est modifiable si vous ne souhaitez pas forcément vous faire des nœuds dans les doigts avec les majuscules, minuscules, taper du X au Q. Vous pouvez cliquer sur Mon compte et changer de mot de passe. Vous avez besoin de remettre le mot de passe actuel et ensuite, il suffira pour vous de retaper le mot de passe et de le confirmer en mettant exactement la même chose. On vous conseille au niveau de la sécurité mot de passe d'avoir au minimum une minuscule, une majuscule, un chiffre et également un symbole comme un point d'exclamation, une virgule, un point. Et ce mot de passe vous est unique. Évitez de le transmettre. Vous avez quand même des informations qui concernent votre entreprise. Et encore une fois, si ce mot de passe, après, vous l'oubliez, vous pourrez toujours essayer de le récupérer. Alors, le mot de passe, 8 caractères minimum, si possible, également dans les règles de sécurité. Et évidemment, on vous incite à changer le mot de passe pour prendre quelque chose qui vous parle un petit peu plus. N'oubliez pas également que dans les navigateurs, vous avez la possibilité d'enregistrer automatiquement les mots de passe. Voilà, pour ceux qui ont la mémoire poreuse comme moi en ce moment, ça peut être très utile. Monsieur Ougier, je vous rends la parole. Merci, monsieur Marcatori. Donc, je retourne à l'accueil. Donc, une fois que les coordonnées, vos coordonnées en tout cas, sont mises à jour, la seconde étape que l'on vous propose, c'est mettre à jour vos postes de travail. Alors, pourquoi c'est important? En fait, sur cet écran, vous allez voir tous les postes de travail qui sont actifs actuellement chez vous. Alors, en fonction de l'entreprise, de la taille de l'entreprise et de l'activité de votre entreprise, vous pouvez avoir uniquement 2 ou 3 postes, mais si votre entreprise du coup est grande, vous pouvez avoir beaucoup de libellés de postes de travail. Et vous voyez du coup qu'on va avoir le libellé de poste. Donc ça, c'est ce qui a écrit sur la fiche de paye. Donc c'est vraiment l'intitulé contractuel du poste de travail, le code PCS-CZ, qui est le code INSEE, que l'on verra juste après, à quoi il correspond, et après les risques potentiels associés au poste de travail. Alors, imaginez que voilà, vous êtes une petite entreprise, mais que vous allez avoir besoin de faire appel à un nouveau métier qui sera un métier d'assistant manager. Donc, pour ce faire, plutôt que d'essayer de bidouiller avec les postes que vous avez déjà, vous allez pouvoir ajouter un nouveau poste de travail. Et pour ce faire, vous voyez, il y a juste une icône « Ajouter ». Ensuite, le nom du poste de travail. Donc, vous allez appeler ça assistant manager. Alors, on vous demande à ce moment-là d'écrire principalement en majuscule pour éviter justement la saisie des doublons, des accents et des choses qui pourraient être un petit peu compliquées à gérer dans notre logiciel. Donc, assistant manager, quand vous allez cliquer sur le libellé PCS INSEE, il va directement reprendre le même intitulé. Alors, il s'avère que assistant manager n'est pas un code INSEE, n'est pas un code qui existe. Et pour essayer de trouver du coup les bons, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le petit point d'interrogation, ce qui vous enverra directement sur le code INSEE. Lors du précédent webinaire, on a fait le test en live. Le site web de l'INSEE, il marche moyennement. Donc, on va essayer de vous mettre à disposition sur la foire aux questions et sur le site internet une nomenclature, du coup, un export Excel en tout cas, des codes PCS-CZ et de ce que ça représente derrière. Je reviens sur mon édition de poste. Alors, je me permets juste d'intervenir, excusez-moi. Oui, quand il disait le site INSEE marche moyennement bien, dans la pratique, ça veut dire que des fois, je pense qu'il est victime de son succès et qu'il y a tellement de personnes qui essayent de se connecter ensemble en même temps que leur serveur tombe. Donc, dans la pratique, vous aurez une page d'erreur du navigateur qui vous dit impossible de joindre le site. Voilà, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Faut juste patienter, réessayer un petit peu plus tard. Et sinon, comme dit, on va vous mettre à disposition la liste des codes PCS aisés sous forme de PDF. Monsieur Ougier, à vous la parole. Merci. Donc, une fois, je reviens du coup à l'édition du poste. Donc, l'assistant manager, du coup, il va être assimilé à un poste de secrétaire. Donc, en tapant les premiers mots, vous allez pouvoir essayer de trouver des codes PCS qui correspondent à votre recherche. Mais si vous connaissez le code PCS, vous pouvez très bien aussi taper directement le code qui va bien. Donc, 542A, on a secrétaire.
Donc, comme ça, vous allez lier un poste de travail à un code PCS-CZ. Enfin, du coup, oui, on va cliquer qu'il soit visible pour qu'il soit attribuable. Et on a une partie, du coup, sur les risques professionnels. Alors, travailler sur les risques professionnels pour une catégorie complète, ça va permettre d'exposer d'un coup, on va dire, l'intégralité des personnes qui auraient ce poste-là. Donc là, le poste d'assistant manager, en toute logique, ne devrait pas travailler de nuit. Il n'y a pas d'agents qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Il ne travaille pas avec l'amiante ni d'habitation électrique. Et donc, si aucun autre risque ne convient, dans ce cas-là, cliquez SIS, suivi individuel standard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque particulier au poste de travail qui nécessiterait que le salarié ait un suivi individuel renforcé. Pour ce faire, vous pouvez aussi vous retourner vers la fac si ces termes-là, SIS, CIR, ne vous parlent pas trop. On a essayé d'expliquer brièvement à quoi ça correspond. Donc, une fois que vous avez paramétré votre poste de travail, donc assistant manager avec le code PCS et puis le risque qui va bien, vous cliquez sur « Ajouter » et opération réussie, le poste a été enregistré. Et vous allez pouvoir, en fin de compte, l'attribuer à un nouveau salarié. Il vous est possible cependant de modifier des postes de travail. Si par exemple il vous manque des codes PCS, vous allez pouvoir renseigner un code PCS et ça permettra de l'intégrer à plusieurs salariés d'un coup. Par exemple, vous avez, alors là, dans la liste, on a un infirmier seulement. Si les codes PCS en fait n'étaient pas le bon, vous pouvez trouver d'autres codes PCS. Donc en fin de compte, les infirmiers sont tous cadres. Vous allez pouvoir changer le poste. Vous pouvez aussi changer les risques qui seront attribués directement du coup aux salariés concernés. Donc là, les cadres infirmiers, ils n'ont pas de bol dans son entreprise, ils travaillent tous de nuit. Donc on a changé le code PCS et en plus du coup les risques associés. Donc il n'y a pas besoin d'avoir deux trucs de cocher si est travailleur de nuit, il n'est pas SIS. SIS, c'est vraiment s'il n'y a rien d'autre qui est coché. Et une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer et ça vous dira pour combien de salariés ça va être répercuté dans votre entreprise et à quelle date vous souhaitez faire appliquer les modifications. Donc la modification sera pour 2 salariés à partir d'aujourd'hui. Et donc mes infirmiers aujourd'hui vont avoir un changement de code PCS-CZ et passeront du coup du 431F au 431A. Et vous le voyez, ça a changé à ce niveau-là. Donc, une fois que vous aurez mis à jour vos postes de travail, vous repassez à l'accueil et l'item d'après, ça va être de créer les nouveaux salariés dans votre entreprise. Et pour ça, il suffit de cliquer sur la liste de mes salariés. Vous allez voir sur cette page donc l'intégralité des salariés qui sont encore actuellement dans votre entreprise avec le nom, prénom, date de naissance, le type de contrat, le poste qui leur a attribué, le type de suivi, la date d'entrée et potentiellement la date de sortie par la suite. Vous voyez qu'on peut jongler entre les salariés qui sont actifs, inactifs et tous les salariés. Donc là, on va agir uniquement, pour l'instant, on garde cette vision-là. Donc, je vous ai dit, l'étape 3, c'est ajouter de nouveaux salariés. Il suffit alors de cliquer sur le lien. Ça va vous envoyer de nouveau sur une nouvelle page et vous allez voir qu'on va avoir certaines informations qui vont être obligatoires pour créer de nouveaux salariés. Typiquement, le prénom. Donc là, on va mettre un prénom. Le nom d'usage, s'il est égal au nom de naissance, renseignez uniquement le nom de naissance. Le sexe à renseigner également. Le lieu de naissance. Le numéro de sécurité sociale que vous devriez avoir. Alors, il doit être juste. Vous ne pouvez pas mettre 15-0, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit un numéro de sécurité sociale qui existe. La date de naissance. Voilà. Et enfin… Juste pour ajouter qu'effectivement, il y a un contrôle de validité en fait sur le numéro de sécurité sociale. Donc, comme vous le savez toutes et tous, les 2 derniers chiffres du numéro de sécu, en fait, c'est une clé de contrôle qui permet de contrôler la validité des chiffres qui précèdent, en fait. Et donc, ça, c'est contrôlé au niveau du logiciel. Donc, si vous faites une faute de frappe, une coquille, comme on dit, sur un numéro de sécu, vous allez avoir un message d'erreur potentiellement. Monsieur Ougier, à vous la parole. Très bien.
je vais vous montrer, je vais faire justement une erreur dans le numéro de sécurité sociale. Vous verrez du coup ce qu'on a comme rapport. Ensuite, la date d'embauche du coup de la personne qui sera là. Donc là, c'est un contrat indéterminé pour ce salarié-là et il faut absolument lui rajouter un poste. Vous allez cliquer sur ajouter un poste et là, je vous ai dit que vous avez créé un nouveau poste de travail, donc l'assistant manager, et vous allez voir dans cette liste, du coup, les postes de travail qui sont ce qu'on appelle visibles, donc ceux qui font partie de la liste qu'on a vue juste avant. Et pour ce faire, du coup, il suffit de cliquer dessus. À ce moment-là, vous avez la machine, en fait, elle vous dit, le poste d'assistant manager, il y a ce risque-là. Est-ce que vous voulez rajouter des risques particuliers pour ce salarié uniquement? Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des salariés qui ont le même intitulé métier, mais pas forcément les mêmes habilitations ou les mêmes expositions. Typiquement, vous pouvez avoir des secrétaires, par exemple, qui ont une habilitation électrique H0, B0, peut-être. Et dans ce cas-là, vous pouvez exposer manuellement un salarié. Pour ce salarié-là, il n'y a pas de risque particulier et donc il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Donc, on vérifie, on a bien des informations partout où on a une petite astérisque et je vais enregistrer. Et là, vous voyez qu'il y a un problème de saisie. Le numéro de sécurité sociale est invalide. Effectivement, petite coquille de ma part, la clé n'est pas 41, mais 40. Je revalide. Et non. Et là, c'est le drame. Exactement. C'est pas grave. Alors, j'en profite pendant que Jérém essaye de trouver le motif de l'erreur pour vous rappeler un élément important en fait. Donc, sur l'attribution des expositions professionnelles, des risques, en fait, vous avez la possibilité de le faire à deux niveaux, soit au niveau du poste de travail, et à ce moment-là, ça va se répercuter à tous les salariés qui occupent ce poste de travail dans votre établissement, soit vous avez une subdivision plus précise, plus fine, au niveau directement du salarié, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, pour un salarié donné qui occupe le même poste de travail que ses collègues, mais qui aurait des expositions, des risques différents, de coter ces risques-là. Voilà, ça c'est vraiment important. Monsieur Auger, à vous la parole. Là. Tout à fait, merci. Donc j'ai trouvé l'erreur, il manquait un 0. Donc forcément, s'il n'y a que 14 caractères, 13 caractères sur les 14, ça ne fonctionnera pas. Et là, donc opération réussie, le salarié a bien été créé. Alors, la section d'après, normalement, c'est quand on modifie du coup un salarié. Donc, je vois juste une question de Madame Billman. Madame Billman, je vais répondre du coup rapidement à votre question juste après. Ça fait partie du coup de la sortie des salariés. Maintenant, quand vous faites du coup les ajouts de vos salariés, vous allez pouvoir aller faire un à un. Et dans les informations que vous avez, vous vous rendez compte qu'il y a des informations qui ont changé. Vous voyez que Madame Léna Elena, en fait, aujourd'hui, elle n'est plus en CDD et vous souhaitez la passer en CDI. Rien de plus facile, vous allez cliquer sur le salarié concerné, ce qui va ouvrir sa page avec ces informations-là. Vous voyez qu'il n'est pas possible de fermer, de cliquer, de modifier du coup contrat à durée déterminée. Pour ce faire, il va être nécessaire de cliquer sur la petite poubelle pour terminer le contrat de travail. Donc là, par exemple, elle a été en CDD pendant 4 mois. Et donc, la fin du CDD a été au 8-10-2020. Donc, vous renseignez cette date-là. Alors, ce n'est pas parce que c'est barré que c'est éliminé, c'est juste que c'est clôturé. Et donc, il faut quand même renseigner un contrat de travail. Il suffit de cliquer sur « Ajouter un contrat ». Et donc, vous allez voir que le site fait le lien d'ouverture le jour d'après du contrat. Et là, vous allez pouvoir resélectionner quel type de contrat a été là. Et donc, comme ça, on aura l'information que Madame Elena Lena a été en CDD du 8-6-2020 au 8-10-2020 et ensuite en CDI à partir du 9-10-2020. Il n'est pas nécessaire de clôturer les salariés et de les rouvrir complètement pour changer du coup cette information-là. Néanmoins, si on a l'exercice dans l'autre sens et que dans les informations qui vous sont, que vous voyez, vous avez un contrat à durée indéterminée alors que normalement c'est un contrat à durée déterminée, dans ce cas-là,
vous pouvez contacter votre assistante qui se chargera de faire la modification dans le logiciel. Par contre, il faut savoir que l'interfaçage se fait le soir. Donc, l'information que nous allons changer dans le logiciel aujourd'hui, vous ne la verrez que demain. Et donc, idem, inutile de clôturer complètement, donc de faire sortir les salariés et de les réactiver. Ça fait plus d'erreurs dans notre logiciel que voilà, de demander à l'assistante de faire ce petit changement pour vous. Idem pour la date d'embauche. Si jamais elle n'est pas bonne, vous envoyez un mail à votre assistante pour juste demander à la changer et vous aurez du coup l'information qui sera changée le lendemain. Monsieur Houvier, s'il vous plaît, je me permets d'intervenir. J'ai une question que je voudrais soumettre à votre sagacité. Alors, je cite, j'ai de nombreux postes similaires avec des orthographes différents. Puis-je les modifier? Alors, j'ai vu la question. Ce sera juste pour après. Ok, merci. J'ai un œil du coup sur les questions-réponses également. En tout cas, sur les questions, les réponses, pas. Attention au strabisme quand même. Alors, vous voyez que pour le poste de travail, Madame Antonietti a posé la question. C'est pareil en fait. Vous allez voir que le site internet, il fonctionne de manière similaire. En fin de compte, votre Madame Elena Lena n'est plus agent de nettoyage à ce moment-là. Donc, il va falloir fermer le poste, donc clôturer le poste de travail. Bon, là, en plus, si c'est similaire, vous le faites pareil. Donc, c'était au 8-10-2020. Vous enregistrez. Et donc là, idem, si vous essayez d'enregistrer à ce moment-là, ça va vous dire qu'il y a une erreur parce qu'elle n'a pas de poste de travail. Et donc, il suffit de cliquer sur « Ajouter un poste de travail », mettre à quelle date, du coup, elle a commencé le poste de travail, donc le 9-10-2020, et de reprendre, du coup, un poste dans la liste des postes existants. Si jamais, en fin de compte, vous n'avez pas fait l'exercice de créer les postes de travail en amont, vous pouvez toujours cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau poste de travail. À quelle date? Et on reprend, du coup, donc non, c'était au 9, si j'ai ma majuscule, ça n'a pas fonctionné, au 9-10-2020. Et en fait, c'est le même exercice que dans l'autre onglet. Il suffit de mettre le nom du poste et le libellé qui va très bien avec. En fin de compte, là, ça va être une secrétaire qui n'a pas de risque particulier. Donc, encore là, vous allez pouvoir modifier du coup les informations et cliquer sur « Ajouter ». Donc là, vous aurez fait plusieurs changements. Donc, le contrat de travail et le poste de travail. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer à ce niveau-là. Vous voyez que les modifications sont réussies. Et vous avez des codes couleurs du coup également sur le site. Donc, en cette couleur-là, ça va être les modifications qui sont en cours, donc notamment sur le dossier de Madame Lena Elena. Et là, ça va être les nouvelles créations. Et comme je vous l'ai dit, donc les informations seront mises dans notre logiciel le jour d'après. Et donc, tant que ce n'est pas traité par la moulinette, on va dire la nuit, nous, on ne verra pas ces modifications ni ces nouveaux salariés dans notre interface. Enfin, avant de répondre du coup sur les orthographes différents des postes de travail, une question qui était très intéressante et qui pouvait bloquer certains d'entre vous, c'était la sortie des salariés. Donc, comment on fait pour sortir un salarié? Certains d'entre vous ont essayé de le faire en cliquant sur « Modifier le salarié » et en mettant du coup une date de départ. De temps en temps, il arrivait que le poste de travail ou alors il manque un risque ou il manque le numéro de sécurité sociale et que du coup, ça bloque l'enregistrement. Dans ce cas-là, vous cliquez sur « Annuler » et en fait, la sortie se fait via un autre outil qui est beaucoup plus simple à utiliser. Vous cliquez sur les salariés qui sont sortis de votre entreprise et vous allez cliquer sur les 3 petits points de côté, là, sur la droite, et cliquer sur « Sortir de l'entreprise ». Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir noter les dates de sortie de vos salariés. Vous avez le nom du salarié à sortir et vous pouvez jouer avec le calendrier ou alors écrire à la main à quelle date le salarié est sorti. Si tous les salariés sont sortis à la même date, vous cliquez sur « Appliquer à toute la sélection ». Sinon, vous cliquez sur « Suivant » et vous avez le deuxième salarié qui apparaît et vous les faites sortir du coup aux dates qui vous conviennent. Une fois que c'est terminé, cliquez sur « Terminer » et vous allez voir que les salariés ont disparu de la liste des salariés actifs, mais qu'ils apparaissent dans les salariés qui sont aujourd'hui inactifs. Et donc, il y a encore des informations, là, des modifications qui sont à prendre en charge par nos services
pour la nuit. Donc, voilà comment sortir très facilement et très rapidement un salarié. Alors, question encore de Madame Myriam Antonietti. Et si Madame Léna Elena se marie, vous cliquez dessus, vous modifiez. Et donc, le nom de naissance, en toute logique, ne devrait pas changer. C'est bien le nom d'usage qui change. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre le nom de mariage et cliquer sur enregistrer. Alors, je dis que ça arrive rarement, mais ça peut arriver que certains de vos salariés peut-être demandent le changement de nom de naissance. Et dans ce cas-là, il faudra en prévenir votre assistante qui s'occupera d'effectuer le changement dans notre logiciel. Vous voyez que du coup, si le nom de naissance et le nom d'usage sont différents, vous avez le nom de naissance qui apparaîtra dans le entre parenthèses égal nom, enfin né à cette date-là. Je me permets juste d'intervenir. On a encore une question de Madame Antonietti. Ouais. On ne change pas la date si elle change de nom. Changer la date de quoi? J'ai pas compris non plus de mon côté, en fait. A priori, non. Alors, si je vais répondre, non, on ne trace pas la date du changement de nom. Si c'est ça la question, dans notre ERP, on ne note pas cette information-là. Donc, pas besoin de date si vous changez le nom. Je rappelle juste, donc, comme vient de dire Monsieur Ougier, vous n'avez pas la main pour changer le nom de naissance via le portail. Par contre, le nom d'usage, ouais, ça parfaitement. Hein. Monsieur Ougier, à vous la parole. Ouais, merci. Peut-on enregistrer un changement de contrat de CDD vers un CDI de façon anticipée? La réponse est oui. Oui, vous pouvez sans souci. Après, il ne faut juste pas revenir trop en arrière parce qu'une fois qu'on a un CDI, c'est sûr que de clôturer le contrat et de remettre un CDI derrière, ça fera un peu moins joli sur les dossiers. Mais oui, vous pouvez très bien le faire si vous avez prévu d'engager un des salariés qui est en CDD aujourd'hui vers un CDI pour dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois. Ouais, pourquoi pas. Alors, je me permets juste d'intervenir. Alors, si, bien sûr, c'est intéressant. Hein. N'attendez pas le jour du changement pour le déclarer via le portail. Hein. C'est l'avantage de ce nouvel outil, c'est que vous pouvez déclarer de manière anticipée les changements. Si vous savez que vous avez un collaborateur qui part au 1er juillet, au 1er janvier, vous pouvez déjà le déclarer via le portail. C'est pas un souci. La modification sera prise en compte. Le changement de statut, si vous voulez, le fait que le contrat de travail de ce salarié s'arrête, ça remontera en temps utile dans notre logiciel, c'est-à-dire au 1er juillet. Monsieur Ougier, à vous la parole. Merci. Alors, pardon, excusez-moi, je vous coupe juste. On avait quelqu'un qui avait levé la main, je crois que c'était Madame Custer, et finalement, elle a baissé la main. Alors, je ne sais pas si on a répondu à sa question ou si ça a été trop long. Ben voilà, elle a relevé la main, donc je vais lui donner la parole si vous voulez bien. Oui. Voilà, Madame Custer, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, en fait, je l'ai noté aussi, mais j'ai essayé d'activer, donc de modifier mes salariés. Il y a plein de petites icônes qui ne fonctionnent pas. Comme par exemple la date de naissance que je n'ai pas pu rectifier, qui était fausse, car écrite fausse chez vous, des numéros de sécurité sociale, des dates d'embauche qui étaient fausses. Et donc, est-ce que tout ça, maintenant, on a la main ou on n'a toujours pas la main? Alors, non, effectivement, vous voyez qu'il y a des informations qui ne sont pas modifiables par vous. Juste au niveau de la sécurité. Donc, effectivement, s'il y a des coquilles, on va dire, sur ces items-là, dans ce cas-là, retournez-vous vers l'assistante qui se chargera de la modification. Et comme dit, vous verrez la modification le lendemain. Donc, effectivement, le problème, c'est qu'il y a plein de coquilles. Donc, ça veut dire que la pauvre, elle va avoir des tonnes de travail. Parce que j'ai presque 50 salariés, pour info. Où il y a des coquilles dessus? Oui. Ça avait mal été noté par des assistantes chez vous et du coup tout est faux et nous on peut rien faire dessus. C'est un peu dommage que vous nous laissiez pas la main, quoi. Alors pourquoi on vous laisse pas la main? Surtout, c'est pas pour vous embêter. Hein, on n'est pas masochiste en fait. Hein, c'est pour des raisons de sécurité en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères pour identifier un salarié, tels que le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance et le numéro de sécurité sociale. Ça, pour nous, c'est vital d'avoir ces informations-là de manière fiable. Pourquoi c'est vital? Tout simplement pour éviter qu'on ait des doublons dans notre base de données ou des triplons ou des quadruplons. C'est-à-dire qu'on ait le salarié plusieurs fois en fait chez nous. Donc voilà, je suis désolé, ça peut paraître un petit peu rigide, mais on ne peut pas faire autrement malheureusement. Monsieur Ougier, à vous la parole. Ouais, alors il y a pas mal de questions là justement qui viennent.
Alors, en cas de changement de sécurité sociale, bah là, idem, il faudra prévenir l'assistante, donc numéro provisoire vers un numéro définitif. Donc, c'est l'assistante du coup qui fera le changement et la modification, vous la verrez du coup le lendemain. Madame Brickman sera une question auquel on répondra après. Alors, comment être un salarié en congé parental? En fait, vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'il reste normalement actif du coup dans vos listes. Il reste salarié. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le mettre du coup en congé parental. Nous passons, je compléter les infos 2020. Alors, Madame Euse, oui, normalement, justement, si vous voulez, il y a une mise à jour quotidienne des informations qui sont faites du portail vers notre logiciel et du logiciel vers le portail. Donc, normalement, effectivement, les informations que nous avons dans notre logiciel sont reprises sur le portail. Donc, quand vous allez vous connecter sur votre espace, vous aurez déjà tous les salariés que nous avons en base, avec du coup les postes de travail, avec les informations du coup qui auront été rentrées par les assistantes, avec les dernières informations que vous leur avez transmises en fait les dernières années. Alors, je me permets de rebondir, excusez-moi, mais oui, effectivement, bien entendu, vous ne repartirez pas de zéro avec le portail. Hein. Vous n'allez pas devoir recréer tous vos salariés, toutes les informations les concernant. Comme dit, il y a une synchronisation bidirectionnelle en fait entre notre logiciel métier et votre espace adhérent qui se fait à J+1, comme l'a dit Monsieur Ougier. Mais donc, c'est ultra réactif et évidemment que vous ne recommencerez pas tout de zéro. Hein. C'est fini l'époque des listes papier où on raye, où on barre, où on ajoute. Voilà, bienvenue dans l'ère digitale 4.0. Monsieur Augier, il y a encore une personne qui demande la parole. C'est ce que j'allais vous dire en fait. Voilà. Mais je voulais juste répondre à une autre question avant de laisser la parole à cette personne. C'est Madame Billman qui nous indique qu'elle est embêtée par notre réponse concernant le numéro de sécurité sociale parce que le fichier des salariés sortants est conservé sans limitation de durée et que la collecte du numéro de sécurité sociale et la conservation sans délai sont-ils conformes au RGPD? Je voulais juste rappeler que nous sommes un service de santé, que nous sommes soumis à des règles strictes en matière de sécurité et d'information et que nos données sont sécurisées et normalement ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, on est conforme à la réglementation. On a fait nos déclarations auprès, on a un DPO qui se charge donc des règles liées au RGPD et nous sommes aujourd'hui en règle par rapport à ça. Donc, ça ne pose pas de problème. Les données sont conservées dans la limite de ce qu'on a le droit de conserver et ça ne posera pas de problème particulier pour vous ni pour nous. Alors, je me permets aussi d'intervenir pour répondre à Madame Billman. Il faut savoir que dans notre métier, il y a des règles à respecter en matière de conservation des données. C'est assez strict et on nous oblige en fait à garder les dossiers, les informations médicales de manière fiable et sécurisée, évidemment, mais potentiellement jusqu'à 50 ans. Vous voyez, ça peut être très long. Merci de traduire DPO pour les néophytes. DPO, c'est le correspondant RGPD. RGPD, c'est Règlement général pour la protection des données. Donc, c'est un texte européen, en fait, qui est venu renforcer, c'est ce qui a remplacé un petit peu la CNIL, pour ceux qui avaient déjà entendu parler avant. Et c'est vraiment un règlement qui est venu renforcer la sécurisation des données et qui nous crée à tous beaucoup de tracasseries, on va pas se mentir. Donc, le DPO, en fait, si vous voulez, c'est celui qui est le garant en interne du respect du RGPD. Donc, le DPO, chez nous, c'est un avocat, il s'appelle Maître Roselmack, et il passe chaque année faire un audit pour vérifier que tout est conforme. Et un autre point sur lequel on n'a pas insisté, mais qui est important, toutes vos données, en fait, elles sont stockées sur notre serveur. Notre serveur, il est hébergé physiquement chez nous, il est à notre siège social, place des Halles, il est bien identifié. Toutes vos données sont stockées là-bas, de manière ultra sécurisée, vous vous en doutez, en matière de sécurité informatique, on a un VPN, on a un firewall, on a tout ce qu'il faut. Bref, je me tais parce que je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Je vous rends la parole. Je vais donner la parole à, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Rigaud. Voilà, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, j'aurais souhaité savoir comment contacter l'assistante pour faire les modifications. Eh bien, du coup, ce sera juste après. D'accord. Ça va venir. Merci pour votre question. Merci. Je vais donner la parole à madame Vinas. Voilà, normalement, vous pouvez activer votre micro.
Madame Binas, vous nous entendez? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a Madame Custer, a priori, qui demande encore la parole. Je vais peut-être réactiver son micro. Madame Custer, vous pouvez activer votre micro? Non, non, c'est bon, merci. Ah, c'était fini, ok. Bon, merci à vous. Monsieur Ougier, je pense que vous pouvez reprendre la main pour l'instant. Tout à fait. Alors, je regarde juste les dernières. Alors, pareil pour la visite d'embauche, du coup, on vous en parlera juste après. Madame Fournier, un salarié sorti après un CDD peut-il être mis en actif s'il est repris pour un autre poste? Oui, bien sûr, sans souci. Alors, ça, c'est justement tout de suite ce qu'on allait voir. C'est justement reprendre un salarié qui est dans votre liste des inactifs et du coup, le remettre dans l'effectif tel qu'il est. Donc, par exemple, là, on a cette dame-là qui doit être remise dans l'effectif et donc, il va de nouveau être actif. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir… Alors, Madame Rigaud, est-ce que Monsieur Tavares, vous voulez bien couper le micro de Madame Rigaud, s'il vous plaît? Oui. Vous allez pouvoir, du coup, cliquer sur la personne à réinsérer dans l'entreprise, cliquer sur les 3 petits points et mettre réintégrer à l'entreprise. En faisant ça, du coup, vous allez avoir de nouveau la même page en fait, comme du coup l'ajout, et vous allez devoir remettre un poste au niveau de l'embauche, à quelle date elle a été embauchée, et également remettre un poste de travail avec les risques associés. Donc très facile de reprendre du coup un CDD et le remettre du coup sur un autre poste de travail s'il a été réembauché dans l'entreprise. Si jamais vous ne le trouvez pas dans vos personnes actives, ce qui peut parfois arriver si le salarié fait partie d'une autre entreprise et qu'il est actif chez une autre entreprise, en cliquant sur ajouter un nouveau salarié, vous allez taper juste le nom et prénom du salarié et vous allez voir qu'il va vous proposer il va vous dire que le salarié existe déjà chez vous. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir le faire, le reprendre, cliquer sur vérifier et ça va vous rouvrir la page telle qu'elle. En fait, il est toujours dans votre liste d'inactifs, mais il est invisible parce qu'il n'a pas un statut d'inactif chez tous nos adhérents. C'est juste ça la petite subtilité. Mais de toute manière, si vous avez une quelconque question, il suffira de revenir sur l'adresse mail de l'espace adhérent. Monsieur Mercatori, est-ce que ça vous dérangerait du coup de mettre peut-être l'adresse de l'espace adhérent dans la discussion? Comme ça, tous nos adhérents présents auront peut-être de nouveau cette adresse mail de référence. Je vais m'y employer dès que possible. Très bien, merci. Enfin, donc je vais enfin répondre du coup à la question de Madame Dupuis. Donc par rapport au poste de travail, donc j'ai de nombreux postes similaires avec des orthographes différentes. Alors effectivement, on peut avoir beaucoup de choses qui apparaissent, par exemple agent d'accueil avec le U qui n'est pas à la bonne place, avec l'apostrophe ou pas d'apostrophe. En fait, pour éviter de le remettre sur les adhérents, les salariés que vous allez prendre dans les prochains temps, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rendre le poste invisible en cliquant là sur la petite coche. Et en fait, ce poste-là, du coup, ne sera plus attribuable pour les nouveaux salariés. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur cet espace-là parce que vous pouvez effectivement, en cliquant sur le nom du poste, faire des modifications. Donc, par exemple, s'il y avait une nettoyage qu'avec un T, mettre 2 T. Seulement, si le poste existe déjà avec le même intitulé, avec le même code PCS, vous allez avoir une erreur pour dire que le poste existe déjà et que vous ne pouvez pas le modifier et qu'il faut changer le nom du poste de travail. Donc, on est en train de travailler là avec notre prestataire, donc Access Solutions, pour justement vous permettre de faire les modifications pour les prochains temps. Quand ce sera effectif, vous aurez de nouveau le droit à un super mail de notre part pour vous expliquer comment faire les modifications à ce moment-là. Voilà. Alors, donc on a vu la mise à jour des coordonnées, la mise à jour de la liste des postes de travail, la création des nouveaux salariés, les modifications des salariés, la sortie des salariés. Et maintenant, il ne reste plus qu'à valider votre déclaration. Et pour ce faire, donc vous avez sur l'écran d'accueil un petit bandeau en haut en mettant que la déclaration doit être faite avant le 1er mars 2021. Il suffit de cliquer sur « Accéder à ma déclaration ». Et vous allez voir un récapitulatif sur cette page, donc du nombre de salariés qui vont être déclarés
au 1er janvier 2021. Donc, les salariés que vous sortez, par exemple… Et c'est important de rappeler que la date est bien au 1er janvier de l'année. Voilà. Les salariés que vous sortez, par exemple, après, là, si vous les sortez le 2 février, ils feront toujours partie au 1er janvier de 2021 de votre effectif. Donc, vous direz, ils ne sont pas physiquement présents, ils ne font plus partie aujourd'hui, mais effectivement, ils étaient présents au 1er janvier. Idem pour les personnes que vous allez engager après le 1er janvier. Elles ne feront pas partie de votre liste de déclaration d'effectifs au 1er janvier, mais bien, du coup, vous aurez une facturation additionnelle pour la suite. Sur cet écran, ça vous fait un petit récapitulatif du coup du nombre de personnes en CDD, en CDI. Là, du type de suivi. Donc, le SIS, c'est un suivi simple. SIS, c'est un suivi adapté, notamment pour les horaires de nuit. Et le suivi renforcé, c'est quand il y a des risques particuliers au poste de travail. Pour visualiser du coup les salariés qui seront sur votre DOE, il suffit de cliquer sur « Visualiser mes salariés » et vous allez voir du coup tous ceux qui vont être présents sur votre déclaration des effectifs. Donc, vous voyez qu'on a tous ceux qu'on tous ceux qu'on aura là. Et donc, qui sont encore présents au 1er janvier. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur cet item-là, il va falloir donc vérifier les coordonnées de facturation. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous a demandé de vérifier les coordonnées de facturation avant de faire votre déclaration, de faire toutes les modifications des salariés avant de faire votre déclaration, parce que sinon, votre déclaration ne sera pas forcément juste et les informations que les salariés que vous sortirez ne seront pas pris en compte dans la déclaration pour cette année. Monsieur Hougier, est-ce que je peux me permettre de prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez montrer à nos auditeurs, en fait, la possibilité qu'on a, en fait, sur les chiffres en rouge, de pouvoir visualiser à quels salariés ils correspondent? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique au niveau des contrats, des types de suivi, tout ça? En fait, c'est magique. C'est en fait le même item que là, celui de mes salariés. Là, c'est filtré, en fait. Ouais, si vous cliquez là, vous aurez effectivement que les salariés en fait en suivi SIS. Mais en fait, dans cet item-là, il suffit de cliquer sur rien, vous pouvez l'enlever et vous aurez du coup l'effectif déclaré. Vous pouvez le faire aussi que sur les déterminés, enfin voilà. Vous pouvez filtrer tout ce que vous voulez. Revenez en arrière, s'il vous plaît, Monsieur Augier. Au niveau de la liste, déclaration d'effectifs, en fait, tout ce qui est en rouge, là, au niveau des chiffres, dans le tableau, vous pouvez cliquer et vous pouvez voir à quel salarié ça correspond. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. J'avais une question tout à l'heure aussi dans le fil live, là, en fait, où on me demandait est-ce qu'on était pénalement responsable pour les informations communiquées dans le cadre de la DOE? Monsieur Tavares, si vous voulez intervenir, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Alors, pénalement responsable, je n'irai pas jusqu'à là. L'adhérent est responsable de la déclaration qu'il effectue. Il a une obligation de déclarer ses salariés au service de santé au travail. La déclaration se doit d'être réelle. Des erreurs peuvent arriver et ça arrive de temps en temps. Et quand on constate qu'il y a des erreurs ou que l'adhérent nous remonte des informations par rapport au fait qu'il y ait une erreur dans la saisie de la déclaration, des corrections sont possibles. Alors, on vous demandera plus ou moins de précision pour effectivement corriger la déclaration, mais en tout cas, les corrections sont possibles. Mais vous avez, vous, en tant qu'adhérent, bien l'obligation de faire une déclaration de vos effectifs en début d'année, et c'est ce qui sert de base pour la facturation de l'année. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je me permets, puisque j'ai la parole, je vais juste me permettre de répondre à une autre question. Monsieur Tavares, avant qu'on enchaîne sur un autre sujet, est-ce que je peux reprendre la main? Parce que moi, ça me fait penser à autre chose. L'erreur étant humaine, il pourrait arriver que potentiellement vous validiez une déclaration d'effectif et qu'après vous rendiez compte d'une erreur et que vous vouliez revenir sur vos pas. Retenez que ça, ce n'est pas possible. Une fois que vous aurez confirmé votre déclaration d'effectif, ça va partir chez nous dans le logiciel. Vous n'aurez plus la main pour modifier les informations. Il faudra forcément revenir vers nos services, en l'occurrence le service adhérent. Voilà, merci. Monsieur Mercatori, ça me permet de rebondir aussi sur une erreur qu'on a relevée chez plusieurs peut-être de vos collègues qui justement ont sorti des salariés depuis justement cet onglet de déclaration obligatoire des effectifs. Donc là, vous voyez qu'il est aussi possible en fait de sortir les salariés. Par contre, en faisant ça, en fait, vous allez créer un doublon dans votre base de données et dans la nôtre surtout.
Et on a eu du coup le cas malheureusement d'adhérents qui ont voulu bien faire en sortant par là depuis du coup l'onglet effectif déclaré. Et parce qu'ils ne voyaient pas l'information apparaître, on fait 2, 3, 4 fois. Et donc l'information est passée le lendemain dans la moulinette et on s'est rendu compte dans nos fichiers de notre logiciel des aberrations énormissimes. Et donc, l'adhérent qui dit je ne comprends pas, elle m'est facturée 4 fois. Donc là, on essaie de rassurer en disant que non, que dans ce cas-là, par contre, voilà, la démarche, c'est bien de les sortir en amont et pas au moment vraiment où vous allez cliquer sur la DOE. C'est assez important. Respectez la procédure, les screenshots, les tutoriels qu'on vous a envoyés. En fait, on a vraiment fait pas à pas. Et encore là, le support visuel qu'on vous présente aujourd'hui, évidemment, on vous le diffusera par email. On a vraiment essayé de rendre les choses simples, de faire une procédure pas à pas. Si vous respectez la procédure, ça va bien se passer. Monsieur Ouzier, à vous. Ouais, ou Monsieur Tavares. Monsieur Tavares, il y avait une question tout à l'heure. Oui, il y avait une question d'une personne qui est nommée spectateur anonyme, donc je ne pourrais pas la nommer, je ne sais pas qui c'est, qui nous disait qu'elle venait de créer son entreprise en janvier 2021 et qu'elle avait envoyé le formulaire d'adhésion rempli au bureau administratif à Strasbourg. Et cette personne demandait si elle devait mettre à jour sa liste des salariés dans son espace adhérent ou bien si ça allait être fait par nos services. Je précise simplement que la saisie des salariés devra être faite par le nouvel adhérent. Une fois que son dossier d'adhésion a bien été pris en compte par le service administratif, il recevra par mail ses identifiants et ses mots de passe. Il devra saisir ses salariés et valider sa liste de salariés. Et une fois que ce travail-là sera fait, son adhésion sera validée avec l'envoi d'une facture et le paiement de la facture. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Merci à vous. Monsieur Ougier, c'est à vous. Ouais. On est toujours en train de déclarer nos effectifs. Donc, les coordonnées de facturation ont été mis à jour. La liste des salariés a été mise à jour. Vérifier du coup, donc il va falloir renseigner la personne qui est déclarante. Donc, si vous reprenez le nom, du coup, le contact, là, c'est les contacts du coup qu'on vous avait fait mettre à jour au niveau de l'onglet contact. Donc là, c'est bien fait. Vous n'avez pas besoin de ressaisir en fait. C'est les informations que vous avez déjà, qu'on a déjà dans notre logiciel vous concernant. Donc normalement, vous êtes dans la liste. Donc ensuite, renseignez juste la fonction de la personne qui du coup va faire la saisie. L'adresse mail du coup de la personne qui fait la saisie aussi. Et cette adresse, elle est assez importante parce qu'elle va vous permettre de réceptionner une copie en fait de la déclaration qui sera faite. Ensuite, cliquez sur « Vous certifier sur l'honneur », elle va vérifier les renseignements fournis ci-dessus et confirmer la déclaration. Je peux juste apporter une précision supplémentaire, c'est que dans la liste, effectivement, on ne l'a peut-être pas vu, mais on l'a vu, je ne sais pas si on n'a pas été un peu rapide, il y a une 4e position qui est autre, qui permet éventuellement à une tierce personne encore de compléter la déclaration et de s'identifier également, quoi. Exactement. Donc, ça peut être l'expert comptable, par exemple, si vous lui filez vos identifiants. Une fois que vous certifiez, vous cliquez sur confirmer la déclaration. Donc, ça reprend l'adresse mail que vous avez mis ici. Et ensuite, cliquez sur confirmer. Une fois que vous cliquez sur confirmer, le bandeau en haut, comme quoi vous devez faire vos déclarations, disparaît et vous avez accès à vos anciennes déclarations et en fait à celles qui étaient faites pour 2021 et celles d'avant si vous avez adhéré aussi par avant. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on a encore besoin peut-être juste de ce test pour les prochains temps. Et une fois que c'est fait, voilà, félicitations, votre déclaration, elle est faite, qui est beaucoup plus rapide. Vous recevez automatiquement un message qui va arriver sur la boîte, sur l'adresse email que vous avez renseignée, avec un récapitulatif de la DOE, de la déclaration d'effectifs que vous venez de réaliser. Donc, vous avez une preuve que vous avez fait le job. Et nous, du coup, on a l'assistante du coup reçoit également ce mail et du coup le classera dans dans un dossier en fait particulier qu'on a pour chacun de vos adhérents. Alors, quand est-ce qu'on vous conseille de faire la DOE? Du coup, dès l'ouverture. Donc, vous pouvez la faire à partir du 1er janvier. Là, on a mis une date de fin au 1er mars de tête. Donc, on vous demandera effectivement, c'est écrit là en plus en rouge, à déclarer avant le 1er mars. Mais encore une fois, de toute manière, c'est l'effectif qui est présent dans votre entreprise au 1er janvier 2021.
Voilà. Il insiste là-dessus parce que ça peut prêter à confusion et on a eu pas mal de messages là, les derniers temps avec des salariés, avec des adhérents qui étaient des fois un peu perdus sur le chiffre ou le compte en tout cas. Monsieur Ougier, à vous. Je vais juste me permettre de répondre à la dernière question de Madame Antonetti. Effectivement, il y aura un rappel qui sera fait. Un rappel sera fait normalement courant de semaine prochaine ou tout début de semaine d'après. Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur déclaration, il y aura un mail de rappel, effectivement. Mais effectivement, avec l'ouverture qu'on a eue, il y a eu beaucoup déjà d'adhérents qui ont pu faire leur déclaration et qui sont du coup à jour de leur déclaration là déjà aujourd'hui. Donc, voilà, ça a assez bien pris, je dirais. Ensuite, alors, une question qui avait été posée qui était comment est-ce que je peux contacter mon assistante? Pour ce faire, vous avez différents modules. Vous pouvez soit cliquer sur mes interlocuteurs, donc une question sur la prise de rendez-vous ou mon effectif. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, en fait, ça va être un contact par le portail et vous voyez que ça va être contacté pour votre assistante en direct. Donc, vous pouvez mettre l'objet, le message et joindre un document. Et donc, ça enverra un message depuis le portail directement chez votre assistante. Et là, l'assistante, du coup, elle pourra très bien reprendre le message et vous répondre. Donc, c'est important, là, au pire, on aura les informations de toute manière de quel adhérent ça vient. Mais par contre, si vous voulez faire autrement, vous avez également dans l'onglet « Mes coordonnées », tout en bas, en fait, vous avez les coordonnées mail de votre assistante, tout simplement. Et vous pouvez faire un copier-coller et le mettre, du coup, dans votre utilitaire mail, Outlook, Gmail ou n'importe quoi, et vous pourrez avoir votre assistante en direct. Voilà, je me permets d'intervenir. Retenez surtout que ne changez pas vos canaux de communication avec nos équipes, avec les équipes médicales, en fait. Si vous aviez l'habitude de communiquer par téléphone ou par mail, tout ce qui n'est pas possible d'alimenter via l'espace adhérent, surtout gardez vos canaux de conversation existants et ne changez rien. Monsieur Ougier, à vous. Ouais, merci. J'allais rebondir là-dessus, donc c'est parfait. La deuxième question qui était là, c'était voilà, comment je contacte l'assistante et comment je peux demander un rendez-vous pour une visite d'embauche ou une autre visite. Dans ce cas-là, dans la gestion au quotidien des salariés, vous avez dans la 4e icône qui est les consultations de mes salariés. Alors, sur cette page-là, vous allez déjà voir à quelle date, pour quel salarié, quelle visite a été faite. Donc là, vous avez déjà un genre de récapitulatif de toutes les visites qui ont été effectuées pour vos salariés. Si le salarié est absent, vous avez une petite coche à ce niveau-là. Donc, à quelle date ça a été fait. Vous avez le motif de visite, donc c'est la visite périodique ou VIP, donc c'est une visite d'information et de prévention initiale, donc c'est quand il n'y a pas de risque particulier. Et vous avez également quand c'est des téléconsultations, donc quand c'est des consultations à distance. Donc en fait, on peut avoir 2 motifs de consultation. Dans les commentaires, vous allez avoir notamment quand les médecins du travail peuvent vous proposer des aménagements ou alors quand il y a des informations complémentaires qui normalement sont affichées sur la fiche d'aptitude que vous donnent les médecins du travail après une visite. Vous voyez que sur cette interface, on a donc 10 lignes par page. Vous pouvez en avoir jusqu'à 100. Et que si vous aviez par exemple déjà 100 rendez-vous, il suffit de switcher en fait, entre les différentes pages pour avoir accès à la page 2, la page 3, la page 4, etc. etc. Et c'est sur cette page-là que vous allez trouver l'onglet, enfin l'item « Faire une demande de rendez-vous ». Et en cliquant dessus, vous allez vous retrouver dans une autre configuration d'avant que pour juste contacter mon centre. Vous allez pouvoir là faire une demande directement pour un salarié qui est actif ou même peut-être même inactif, il me semble. Mais en tout cas, pour les actifs, que pour les actifs, pardon. Donc là, c'est le salarié qu'on a créé avant, donc M. Ougler. Donc pour quel adhérent, c'est vous. Le motif du rendez-vous. Donc là, ça permet déjà pour l'assistante d'avoir un peu le degré, on va dire, d'importance actuellement. Et donc, si c'est pour une VIP initiale, c'est qu'il n'y a pas de risque particulier. Pour une visite périodique. Monsieur Ougier, si on ne sait pas quoi mettre dans ce champ-là, qu'est-ce qu'on renseigne? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est quand même l'assistante qui vous donnera le bon rendez-vous de toute manière. Donc là, pour ce salarié-là, c'était justement une visite initiale. L'email du demandeur, normalement, c'est celle qui est mise dans l'adresse de convocation. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit être destinataire ou qui doit être repère pour le rendez-vous, vous pouvez aussi mettre une autre adresse mail.
S'il y a besoin de vous rappeler, vous pouvez mettre un numéro de téléphone ici. Et en commentaire, ce qu'on vous propose de mettre, c'est peut-être déjà les disponibilités pour les salariés. Pour dire, voilà, il serait disponible plutôt le mardi, plutôt le mercredi, plutôt le matin ou l'après-midi ou à ces horaires-là. Ça évitera d'avoir trop de ping-pong en fait avec les assistantes. Ou alors, mettre que, par exemple, c'est une visite de reprise que vous demandez pour mettre les dates d'arrêt, par exemple, dans le commentaire. Et si c'est un accident de travail, par exemple, ajouter l'ATA avec ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les commentaires. Alors, je me permets juste d'intervenir encore. Là encore, le formulaire que vous voyez là à l'écran, en fait, ça va générer un mail qui va être envoyé à la secrétaire, en fait. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce canal-là de communication avec la secrétaire. Excusez-moi d'insister, mais si vous aviez l'habitude jusqu'à présent de faire les demandes de rendez-vous par téléphone ou par mail, faites comme vous aviez l'habitude de faire. Voilà, je vous rends la parole. Ouais. Par contre, les assistantes ne seront plus forcément habilitées à créer les nouveaux salariés. C'est bien vous qui allez créer les salariés et ensuite, vous pourrez leur demander des rendez-vous par rapport du coup aux salariés que vous aurez créés. N'oubliez pas, par contre, que les informations ne seront effectives dans notre logiciel que le jour d'après l'intégration dans le portail. C'est important, ça aussi. Si le salarié qu'on a créé, l'assistante, elle ne l'aura pas dans son logiciel et donc elle ne pourra pas vous donner de rendez-vous immédiatement. Ce n'est que demain qu'elle pourra vous donner un rendez-vous. Ça, c'est très important de retenir, effectivement. Hein, le caractère J+1, ce n'est pas instantané, en fait. Hein, les modifs que vous allez apporter dans l'espace adhérent, chez nous, elles remontent que le lendemain. Donc, vos interlocuteurs en interne chez nous ne pourront pas avoir connaissance des modifs à l'instant où vous les aurez faites. Mais à J+1, on est déjà vachement rapide. Je trouve aussi. Très bien. Donc là, voilà comment faire. On a une demande de prise de parole. Vous permettez que je donne la parole? Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, j'ai activé. Donc, normalement, vous pouvez activer votre micro. Madame Odzik ou Monsieur Odzik, Samka. Alors normalement, il suffit de cliquer sur le petit micro qui apparaît en bas à gauche et ça vous permet d'activer votre micro. Non? Alors sinon, vous pouvez toujours écrire votre question. Hein, on a une autre demande de parole, c'est Madame Brickman. Hein. Tout à fait. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, on m'a demandé d'apporter une précision puisque je demandais comment ça se passe pour les salariés qui devaient avoir une visite périodique cette année, qui n'en ont pas eu du fait de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une nouvelle date là qui va être automatiquement visible dans la base de données sur votre compte adhérent ou comment ça se passe? Alors, merci de la question et j'y serais venu automatiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, elle perturbe beaucoup un petit peu tout le monde. Depuis la semaine dernière, en tout cas, il y a un décret qui est repassé qui lui permet en fait de reporter les visites qui ne seraient pas forcément urgentes. Une visite périodique n'est pas considérée comme urgent au vu du coup des demandes de visite des entreprises pour des spécificités, enfin des cas très spécifiques. Les visites de reprise, de pré-reprise qui là sont vraiment considérées comme urgentes du fait aussi de la temporalité. Une visite de reprise doit être faite dans les 8 jours de la reprise et c'est toujours le cas malgré le décret. Donc là, il n'y a pas d'automatisme, en tout cas au niveau des visites. Et les assistantes elles savent du coup les visites qu'elles ont dû reporter. Et je pense qu'elles vous proposeront du coup des dates quand du coup on aura aussi la place, on va dire, sur le planning et qu'on pourra du coup vous proposer des nouvelles dates. Mais pour répondre à votre question, non, aujourd'hui le portail ne vous permettra pas en fait d'avoir une prévision exacte, en tout cas, de la visite. Ok. Et juste dernière petite question, si vous me le permettez. Donc, si j'ai bien compris, si je saisis un nouveau salarié, ça ne va pas automatiquement déclencher une alerte auprès de mon centre de médecine du travail qui va me contacter pour proposer une visite d'embauche. C'est à moi de faire la démarche pour demander une visite d'embauche.
Pardon, je me permets d'intervenir, mais non, ne vous inquiétez pas là-dessus. En fait, quand vous allez créer un nouveau salarié, justement, le salarié va atterrir, entre guillemets, hein, pardon, chez nous dans le logiciel métier, et il va être dans la liste des convocables, en fait. Donc, la secrétaire va forcément penser à lui attribuer une nouvelle visite médicale. Et la règle chez nous, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de nous réclamer les visites médicales, en tout cas les périodiques, les habituelles. On va automatiquement vous envoyer les convocations. C'est nous qui faisons le job à votre place. Donc, ne vous souciez pas des convocations aux visites médicales. En tout cas, pour tout ce qui est suivi périodique, habituel, c'est nous qu'on gère. Oui, mais quand c'est une embauche, quand je crée un nouveau salarié. Ça ne changera rien, c'est pareil. Pour l'embauche, il va être convoqué dès qu'on aura de la place au planning. D'accord, parce qu'il y a quand même le délai de 3 mois à respecter. Donc, c'est toujours valable. On est bien d'accord. Non, justement, le décret permet d'allonger justement ce délai. Ce délai est juste incompressible pour certaines catégories, notamment les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont des risques particuliers au poste de travail. Mais quelqu'un où il n'y a pas de risque particulier, aujourd'hui, le décret permet d'allonger, on va dire, ces 3 mois. C'est sûr qu'on se donne le maximum pour pouvoir voir notamment les visites d'embauche, les VIP initiales, toutes les personnes en fait où il y a besoin d'un premier avis, on va dire. Donc, on essaye de tenir les délais. Maintenant, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et de comment ça va se passer autour de Strasbourg, là, je ne tiendrai peut-être pas forcément le même discours si ça venait à s'aggraver. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à gérer ça. Et effectivement, dès que vous allez créer un nouveau salarié, l'assistante va avoir une alerte, donc un mail. Et elles ont été très vives pour dire ces mails-là, on les met de côté pour ne pas oublier les adhérents et pour leur proposer du coup des rendez-vous quand du coup elles font le tri de leur mail et quand elles font le tri de tout ça. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez modifier un salarié, ajouter un salarié, sortir un salarié, faire une quelconque modification, elles vont avoir un mail. Donc, vous imaginez, les assistantes ont entre 300 et 400 entreprises. Elles ont bouffé pas mal de mails ces derniers jours. Donc, on leur a fait créer des règles, en tout cas dans notre logiciel de web, enfin mail, pour essayer de trier au plus rapide les informations. Mais là-dessus, elles ont quand même pas mal de mails par jour, justement, notamment sur les modifications. Je me permets de reprendre la parole. En fait, vous inquiétez pas, madame. C'est quand vous créerez un salarié, c'est impossible que ça passe sous les radars chez nous en interne. Forcément, il aura une convocation. Je me permets juste d'apporter une précision en fait sur la priorisation des visites en ce moment de notre côté avec la crise sanitaire. Vous doutez bien que c'est pas facile tous les jours, mais toutes les visites à la demande, si c'est une visite de reprise, si c'est une visite de pré-reprise, tout ça c'est prioritaire. Si c'est une visite d'embauche, c'est prioritaire. Par contre, tout ce qui est en ce moment en suivi systématique, périodique, s'il n'y a pas de risque particulier sur les postes, ça peut être ajourné, ça peut être repoussé à plus tard. Et vous inquiétez pas pour votre responsabilité en tant qu'employeur. A priori, là, il y a les textes législatifs qui aménagent cette période difficile. Je rends la parole. D'accord, merci bien. Alors, il y avait encore une main, du coup, monsieur Fontan, peut-être? Je vais lui permettre la parole. Voilà, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour, enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. En même temps que vous parliez, j'en ai profité pour remplir ma déclaration. Félicitations. Et j'ai remarqué donc ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai remarqué effectivement, comme on en avait parlé, 2 erreurs, donc une sur le STIRET et une autre sur la forme juridique, où il n'y avait pas de forme juridique du tout d'ailleurs, enfin une fausse, ça n'a rien à voir. À qui doit-on envoyer ça? Alors, je vais me permettre de répondre. Là, la réponse, il faut envoyer ça au service administratif. Donc, le même service qui gère la partie facturation et autres. Donc, l'adresse mail, vous la trouvez en bas dans la rubrique contact. Je pense que M. Ougier va le montrer en direct. Voilà, dans une question sur ma facture, vous pouvez adresser la question, les informations à ce mail-là. Je fais une copie d'écran et je lui mets avec le rectificatif. Oui, vous précisez si c'est effectivement une erreur, ça sera rectifié par nos services. Et vous verrez après, quand on ira un peu plus loin dans la présentation, dans la foire aux questions, il y a également une réponse par rapport à ce type de questions. On pourra répondre encore, préciser encore en direct un autre canal d'envoi des anomalies éventuelles.
Très bien, merci. Un autre canal qu'on privilégiera d'ailleurs, si vous voulez bien, mais on ne vous l'a pas encore montré. Donc, il y a un petit envoi de formulaire. Si vous voulez automatiser ça et faire ça vite et simple, on va vous montrer ça après. Ouais, alors vous avez vu qu'on a essayé aussi que le site soit fait pour que vous puissiez accéder à des informations par plusieurs portes. Et donc, voilà, vous puissiez vous retrouver les informations par du coup différents endroits. Alors, je vais répondre du coup à Madame Antonietti sur peut-on voir les visites médicales déjà passées? Bah oui, c'est ce que je vous montrais justement, les consultations et absences. Donc là, la question c'était par salarié. Eh ben, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter. Donc, en cliquant sur les petits documents, exporter tout en CSV. Donc, exporter tout en CSV, ça ouvre, ça télécharge du coup un fichier Excel. Donc, CSV, c'est un nom de fichier Excel. Quand vous cliquez dessus, vous allez ouvrir du coup le document. J'espère juste que vous allez voir du coup le document Excel qui arrive. Hop, c'est le cas, je ne sais pas. Oui, on le voit. Ouais, c'est bon. Et donc là, en fait, vous avez l'intégralité des informations. Donc, vous voyez que ce n'est pas très, très beau, hein, parce que justement, c'est ce qu'on appelle un CSV. Donc, vous pouvez retravailler le document et ensuite, vous pouvez trier et regarder pour le salarié combien de visites il aurait été fait et à quelle date. Et donc là, vous allez pouvoir vous refaire les informations à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi avoir les informations là directement, mais ils seront triés du coup par nom, en fait, par ordre alphabétique, tout simplement. Voilà, là-dessus. Ensuite, Madame Neuhauser, j'ai testé de créer une convocation pour attribuer un rendez-vous existant sur mon espace à un salarié, sauf que à chaque fois le message Alors, je suis en train de répondre en direct sur le fil, en fait. Ouais. Non, ça ne sera pas possible, malheureusement. La seule chose que vous pouvez faire via l'espace adhérent, c'est une demande. Vous ne pourrez en aucun cas placer vous-même les rendez-vous pour vos salariés. Vous n'aurez pas la main sur le planning des binômes médicaux pour aller placer une consultation pour un de vos salariés sur tel ou tel jour. La seule chose que vous pourrez voir, et on avait eu une question aussi là-dessus, Jérôme, je ne sais plus si on y a répondu ou pas, est-ce qu'ils peuvent voir en fait sur le planning des consultations tous les créneaux de visite antérieurs ou à venir de leurs salariés? Est-ce qu'on peut montrer ça en direct, s'il te plaît? Tout à fait. Et c'est juste que malheureusement, sur le test, vu qu'on a écrasé les données la semaine dernière, nous n'avons rien à présenter. Mais en fait, ça se trouve donc sur la page d'accueil. Vous avez vu que j'ai cliqué sur convocation et planning. Et donc, sur cet item-là, vous allez pouvoir choisir du coup des dates, donc des critères de quelle année à quelle année vous voulez voir les choses. Peut-être que si je remonte un peu loin, on arrivera peut-être à avoir quelque chose. Normalement, oui, en fait. Hein. C'est moi qui ai fait la bêtise. Enfin, la bêtise. C'est moi qui ai fait l'update de données, en fait, sur notre environnement de recettes. C'est pour ça que Monsieur Ougier galère un petit peu, là, en ce moment, à vous montrer. Qu'on voit pas, du coup. Et malheureusement, je peux pas prendre un vrai adhérent de risque, du coup, de dévoiler des informations. Alors, on résume. En fait, les adhérents, évidemment, ils auront accès en mettant les critères de date début, date fin, à toutes les convocations, en fait, toutes les visites médicales, que les salariés soient venus ou pas venus. D'ailleurs, à partir du moment où on les a convoqués, ça apparaîtra là-dessus, que ce soit dans le temps ou à venir. On est d'accord? Tout à fait, c'est bien ça. Voilà. Et alors, je peux peut-être le trouver, à quoi ça correspond. Je mets juste le partage en pause. Si vous voulez bien, je reprends juste dans 2 secondes. Hein. Alors, moi, je reprends la main parce que là, j'ai une question en direct, spectateur anonyme. Alors, celui-là, il pose beaucoup de questions. Hein. Est-ce qu'on reçoit les attestations de passage des salariés suite à leur convocation sur la plateforme? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas bien la question. Non, en fait, il n'est pas possible de récupérer les attestations de suivi directement sur l'espace adhérent pour le moment. C'est quelque chose qu'on verra peut-être évoluer, mais à ce jour, ce n'est effectivement pas possible. Ah oui, c'est l'histoire de la GED, de la gestion électronique de documents, en fait. Et effectivement, on a désactivé ça. Mais à terme, on a assez bon espoir que dans les mois à venir, on soit en capacité de vous faire remonter sur votre espace adhérent les attestations de suivi et les fiches d'aptitude de vos salariés. Et d'autres documents d'ailleurs. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait bien vous faire remonter
pour le moment, up to date, ça ne fonctionne pas, mais j'ai bon espoir que dans un avenir proche, on arrive à débloquer la situation. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Alors, non, je n'ai pas retrouvé du coup de ce que je voulais. Donc, effectivement, vous mettrez les dates que vous souhaitez. Vous verrez en fait les plages qui sont passées, où le rendez-vous a été fait, où il n'y a pas eu où le salarié n'est pas venu, donc où les absences ne seront pas justifiées. Et également les plages qui sont réservées pour votre entreprise. Si par exemple, vous êtes dans une grosse entreprise et qu'on vous réserve des créneaux, ce qu'on appelle anonymes, le matin à 8 heures ou à 13 heures, ben, vous verrez en fait que ces plages sont réservées. Et par contre, s'il y a déjà quelqu'un de placé sur un horaire pour vous, cette ligne sera bleue, du coup, vraiment, et comme quoi cette personne a eu une convocation. Et voilà, vous verrez du coup les rendez-vous qui vont être prévus pour vous et ceux qui sont passés également depuis cette interface-là. Voilà, donc là, il évoque un cas un peu particulier. Effectivement, les plages réservées, entre guillemets, c'est plutôt pour les entreprises de taille un petit peu plus conséquente chez nous, où ça peut arriver que les binômes médicaux réservent des vacations, donc des demi-journées, en fait. Ils savent qu'ils vont consulter chez cet adhérent, pardon, mais ils n'ont pas forcément positionné les salariés au planning. Bref, je suis pas persuadé que ça apporte grand-chose. Non, pas pour l'instant. En plus. Alors, enfin, je vous ai parlé des factures qui peuvent aussi vous intéresser. Alors, les factures seront disponibles sur le portail. Et vous allez voir qu'on a la date d'émission, la date d'échéance, et que vous allez pouvoir télécharger la facture en cliquant sur cet onglet télécharger. Là, vous voyez qu'elle est réglée. Et il y en a qui vont être du coup statut en attente tant qu'elles ne sont pas payées. Je vous rappelle qu'il n'est pas possible de payer sur le portail. Donc, le moyen de paiement restera le même que vous aviez jusqu'à maintenant. Et pas encore. Si vous avez du coup des questions concernant la facturation, si vous cliquez du coup sur la petite enveloppe, ça ouvrira votre interface web, mail en tout cas, avec l'adresse qui sera déjà renseignée et qui ira du coup là au siège de la CST. Alors, Madame Brickman, est-ce qu'on aura un mail informant de la dispo de la facture? Je dirais pas de manière automatique. En tout cas, c'est pas configuré comme ça pour l'instant. Je vais prendre la parole. Pour l'instant, effectivement, ça ne fonctionne pas encore. Donc, on va y travailler. L'idée, c'est effectivement de pouvoir vous informer de la mise à disposition de la facture. Voilà, on y travaille et on va tester un certain nombre de choses dans les prochains jours, puisque les prochaines factures, enfin les premières factures partiront dans les prochains jours, et on va tester un certain nombre de choses, mais voilà, ça ne marche pas encore automatiquement, mais on va essayer de faire en sorte que ça puisse fonctionner, et on va essayer d'envoyer des mails aux adhérents au fur et à mesure que les factures sont mises à disposition sur l'espace adhérent. Alors, Madame Guyot, concernant du coup les rapports annuels, non, ils ne vont pas être mis de manière automatique parce qu'il y a besoin du coup que ce soit une action mécanique encore et individuelle de chaque médecin du travail. Donc, eux, ils font un rapport annuel, on va dire, global pour toute l'activité. Et donc là, certaines entreprises, effectivement, demandent un rapport, on va dire, individualisé pour chaque entreprise. Et donc là, il faudra continuer à vous adresser aux médecins du travail pour l'instant. Il n'y a pas aujourd'hui d'automatisme qui sera directement créé parce qu'il y a des données à modifier, des données à peaufiner, des données à vérifier surtout quand ils font un rapport annuel. Je vais me permettre de reprendre la parole juste pour un point. J'avais une question de monsieur ou madame Bab qui m'a été posée, à laquelle j'ai promis de répondre en direct, donc je vais le faire maintenant. Nous indiquait qu'elle était en situation particulière puisque c'était a priori une structure qui avait repris une autre structure à compter du 1er janvier 2021. Et cette structure conservait un numéro de SIRET et du personnel qui était déjà antérieurement suivi par un autre service de santé au travail. Elle précise que ces personnels resteront affectés au site actuel où ils se trouvent déjà. Et elle demande s'il faut dès à présent intégrer ces salariés dans notre déclaration d'effectifs ou créer un deuxième site. Monsieur ou madame Bab, si vous voulez, je vais peut-être vous laisser la parole simplement pour que vous puissiez préciser peut-être certains points. Vous pouvez activer votre micro normalement si vous avez envie d'intervenir. En attendant, je vais essayer d'apporter une réponse. En réalité, si la structure actuelle que vous allez
gérer à partir maintenant, depuis le 1er janvier, garde son numéro de SIRET et son nom actuel. Ça veut dire que la structure, juridiquement, est une structure indépendante. Si c'est le cas, cette structure, vous allez devoir faire une adhésion pour cette structure-là, indépendante. Ça y est, je crois que j'ai trouvé le micro. Vous m'entendez? Très bien. Oui, voilà, il avait un petit peu disparu. Oui, c'est une situation un peu particulière parce que c'est un seul établissement à terme, mais pour autant, il y a 2 SIRET différents parce qu'il y aura 2 comptes différents et les salariés resteront affectés chacun dans leur structure. Donc, moi, je ne savais pas trop s'il fallait les garder au nom de la première structure, enfin, comme on était chez vous, où sont la majorité de nos salariés aujourd'hui, ou est-ce que je crée simplement de nouveaux salariés ou est-ce qu'il faut effectivement créer je dirais un 2e établissement, quoi, en fait. C'est ça, puisque vous avez un numéro de SIRET différent, il faudra faire une demande d'adhésion pour cet établissement-là. Donc, il faudra faire la demande d'adhésion via le portail. Vous avez, peut-être que M. Augier pourra le montrer, mais on a un lien où vous pouvez cliquer pour une demande d'adhésion et on vous donnera la procédure à suivre dans le cadre de la demande d'adhésion et il faudra intégrer vos salariés par cette procédure-là. D'accord. Ok. Et par rapport à des transferts après de dossiers médicaux, est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Est-ce qu'il faut que moi je contacte l'autre service de médecine au travail? Comment est-ce que ça s'organise? Le transfert des dossiers médicaux, il n'est pas obligatoire en fait. C'est vraiment à chaque volonté de chaque salarié qui autorise à ce qu'on demande le transfert de dossier médical. C'est très réglementé. D'accord. Et donc, ça sera de service de santé à service de santé, de médecin à médecin, où du coup, le médecin demandera du coup à avoir accès aux antécédents et au dossier médical qui était du coup à la ST67. Donc concrètement, ça veut dire que moi, les salariés, donc je vais créer le site, je vais les mettre dessus. Vous, à un moment donné, ils vont être convoqués et c'est lors de cette convocation qu'ils donneront leur accord ou est-ce que moi, je dois à l'avance interroger les salariés? Non, c'est vraiment lorsque nous voyons les salariés en visite que l'assistant du coup posera cette question et il y en a qui s'opposeront du coup au transfert de données médicales et d'autres qui accepteront du coup le transfert de données médicales. Et donc là, c'est vraiment au cas par cas. Ok, parce que moi, je pensais que c'était moi qui devrais faire une info. Donc bon. Eh bien, parfait, ça m'arrange. Si c'est ça reste dans la confidentialité. Ça m'arrange, parfait, très bien. On peut rebondir du coup ce que M. Tavares disait, si vous avez des structures ou alors des collègues qui souhaitent peut-être adhérer à la CST, vous pouvez également le faire depuis notre interface, donc depuis l'adresse mail, le site internet. Vous allez aller dans l'onglet « Comment adhérer » et adhérer à notre service. Et en cliquant là-dessus, vous allez du coup être en dessous avec « Faire une demande d'adhésion » et en cliquant dessus, vous allez avoir quelque chose que vous allez reconnaître qui est justement l'espace adhérent qui permet la demande de création de nouvelles structures pour chez nous. Donc, il y a toujours du coup une validation par nos services parce que nous sommes limités dans notre exercice au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, on ne peut pas accepter par exemple d'entreprises qui sont à Saverne ou au-delà du coup de notre périmètre d'action parce que notre agrément ne nous le permet pas. Donc, c'est pour ça que la structure ne sera pas créée automatiquement, mais qu'il y a toujours besoin d'une action humaine chez nous pour valider du coup l'inscription. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que vous la validiez pour qu'après, je puisse rentrer les salariés dedans. Exactement, tout à fait. Vous avez très bien compris le truc. Donc, il suffira du coup de mettre la forme juridique, le NAF, enfin toutes ces informations-là. Oui. Mettre directement les contacts. Et puis, de nouveau, le petit calcul pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et vous avez, si vous le souhaitez, du coup, les statuts, le règlement intérieur et la grille tarifaire de l'année en cours qui sont également disponibles dans le petit accueil. Et de toute manière, c'est un souci, vous cliquez sur l'adresse mail là et ça vous enverra du coup sur votre boîte mail. Ça marche? Ça marche, merci beaucoup. Je me permets juste d'intervenir parce qu'il y a des évolutions à venir là dans un avenir prochain. C'est-à-dire que le contrôle de validité pour savoir si vous êtes éligible à adhérer à notre service, c'est quelque chose qu'on va automatiser sur notre site internet. C'est pas encore en place là au jour d'aujourd'hui, mais ça va être en place dans les prochains jours. Dans la pratique, quand vous allez cliquer sur comment adhérer, le site internet va vous poser un certain nombre de questions. Dans quelle commune est votre entreprise, quel code NAF, et il va checker automatiquement si vous êtes éligible. Et si vous avez validé toutes les étapes, à la fin, il vous renvoie directement vers notre nouveau portail avec le formulaire de demande d'adhésion. Bref, c'est quelque chose qui va évoluer et qui va s'améliorer un petit peu. Je rends la parole. Merci.
Donc, je reviens sur notre espace adhérent tel qu'il est. Et il y a encore une chose qu'on souhaite vraiment vous montrer qui est assez important. Alors, perso, je ne suis pas forcément du style à regarder, mais je vous conseille de le faire parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. C'est la FAQ, donc la foire aux questions. Donc, la foire aux questions, vous la trouvez sur le menu sur la gauche ou alors là, où vous la trouvez à différents endroits où ça va vous renvoyer du coup sur la foire aux questions. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir différentes questions qu'on peut se poser et quand vous cliquez du coup sur la question, vous allez avoir la réponse qui va être en relation. Donc sur comment ajouter un salarié, comment faire une demande de rendez-vous. Et là, c'est facile, il suffit de cliquer dessus. Comment valider la déclaration. Le plan du site, ça peut être intéressant si vous perdez un petit peu dans les icônes et que vous souhaitez juste un peu de texte. Voilà. Vous avez dit qu'est-ce que c'est la différence entre un CIR, CIS et un SIA. Là, il suffit de cliquer sur le site et puis ça va vous retourner en fait vers les explications. Et enfin, du coup, ce dont on parlait, donc comment modifier des coordonnées qui sont normalement non modifiables. Là, vous voyez qu'on a créé un formulaire qui est rudimentaire. Il faudra qu'on travaille un peu dessus. Et donc, c'est typiquement là, monsieur qui disait que le numéro, enfin que le SIRET ou ces choses-là étaient à modifier. Donc, n'hésitez pas. Là, on vous a mis des petits astérisques parce que ça nous permet de vous trouver plus facilement, en tout cas, dans le numéro d'adhérent. Donc, hop, numéro d'adhérent, ça va être celui-là. Ça ne devrait pas changer. Le nom de la structure, il peut changer justement. Donc là, mettez le nom de la structure qui devrait changer. L'adresse, vous la changez si ça a changé également. Alors, je me permets juste de reprendre la parole parce que là, il passe vite, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, en tout cas en première instance. Là, les informations que vous allez renseigner en fait sur ce formulaire, c'est bien les nouvelles informations. C'est le nom du nouvel adhérent, le nouveau SIRET. Vous ne déclarez pas là-dessus les anciennes informations, juste les nouvelles, s'il vous plaît. On va le préciser. Une fois que du coup vous avez renseigné le formulaire, vous cliquez sur envoyer. Alors ça ne va pas envoyer le formulaire directement, mais ça va ouvrir du coup votre interface mail avec à qui on l'envoie donc de manière automatique. Quel est l'objet? Donc là, c'est les coordonnées principales avec du coup déjà les informations qui sera à changer. Vous pouvez mettre le petit mot de la fin cordialement, mettre votre signature, le rendre un peu plus joli, mais vous n'avez pas forcément besoin de reprendre les informations que vous aurez mis du coup dans ce petit formulaire. Ouais, on a toujours besoin de dire un petit tchuss, un petit merci à la fin du mail. Voilà, c'est ça. Il faut bien insister là-dessus. Mais sinon, on vous a bien prémâché le travail. Vous voyez que tout ce que vous aurez saisi, c'est repris dans le mail et c'est prêt à être envoyé. Après, à vous de personnaliser au besoin. On essaiera de le rendre un peu plus, peut-être à terme d'avoir un vrai formulaire qui envoie directement l'information. Mais voilà, ça peut être intéressant déjà ça vous prémâche effectivement le mail. Au moins, vous savez quelles informations sont à modifier. Et là, si vous cliquez sur envoyer, ça enverra directement au siège social. Et donc, l'adresse mail, vous l'avez là. Donc, santé au travail, donc santé-au-travail@acsT-strasbourg.com et le numéro de téléphone également qui est disponible là. Donc ça, peut-être juste repréciser, c'est les coordonnées de notre service adhérent en fait. Dès qu'il y a des questions administratives, financières, c'est ce mode de communication qu'il faut privilégier, s'il vous plaît. Sur la foire aux questions, on a aussi reprécisé comment sortir un salarié. Donc avec les 3 petits points, cliquer sur les salariés, cliquer sur sortir un salarié et modifier les contrats de travail. Donc idem, c'est des choses du coup qu'on a vues du coup là pendant la session. Monsieur G, il y a Monsieur Amri qui demande la parole. Je vais lui permettre d'ouvrir son micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir accepté. Alors, merci à vous. Mais je vous en prie. Alors, dans le cas où la personne, moi dans mon cas, j'ai 2 sociétés différentes et 2 SARL. Est-ce que j'aurais, accès à un seul portail ou il faudrait créer 2 adhérents, Je vais me permettre de vous répondre, si vous voulez bien, j'ai compris votre question. En fait, non, dans la pratique, malheureusement, vous aurez 2 accès, en fait, avec 2 logins et 2 mots de passe différents pour chacune des 2 structures. D'accord, ça marche. Après, libre à vous de mettre le même mot de passe si vous souhaitez mettre le même mot de passe sur les 2 structures pour ne pas vous casser la tête. Mais effectivement, vu que c'est vraiment deux choses distinctes, aujourd'hui, vous avez 2 numéros d'adhérents différents.
D'accord, ok. En fait, pour préciser les choses, chaque numéro d'adhérent est spécifique à chaque entité juridique d'entreprise. Donc, si vous avez 2 entreprises, vous aurez forcément 2 adhésions au service de santé au travail et vous aurez donc deux identifiants pour vous connecter à l'espace adhérent. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Concernant les rendez-vous, je viens de repenser à quelque chose qu'on a oublié de dire il y a 2 jours. Si vous avez des rendez-vous qui sont planifiés pour des salariés et qui sortent dans l'intervalle, en fait, donc par exemple, j'ai mon salarié qui est prévu pour après-demain, mais du coup, en fait, l'assistante m'a déjà envoyé du coup une convocation pour un rendez-vous pour après-demain, mais qu'en fait, mon salarié est parti il y a une semaine et qui n'est plus présent dans l'entreprise. Le fait de le sortir sur le portail adhérent n'annule pas la convocation. Et donc, on vous demanderait là de préciser du coup à l'assistante que le salarié est sorti et donc on leur a demandé d'être vigilante, mais s'il y a la double sécurité et que vous leur dites qu'effectivement il y avait un rendez-vous qui était pris et qui ne sera pas du coup honoré, au vu du prix aujourd'hui, comme dit, c'est compliqué d'avoir des créneaux. Donc, si ça peut libérer un créneau pour le proposer à un adhérent qui en aurait besoin pour une consultation urgente, dans ce cas-là, ce serait plutôt sympathique de prévenir aux besoins du coup l'assistante. Alors, je me permets juste de reformuler pour être sûr que le message il a été entendu, même si tu l'as très bien dit, hein, Jérém. Monsieur Ougier, pardon. Dès lors que vous allez signaler un départ de salarié sur votre espace adhérent, normalement, on a le système d'alerte pour que si jamais ce salarié-là, il avait une prévision de convocation de visite médicale dans les prochains temps, on pense à l'annuler. Mais voilà, c'est comme toute nouveauté, on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine ou d'un oubli ou que sais-je. Ce qu'on vous demanderait gentiment, s'il vous plaît, de faire, c'est quand vous sortez un salarié, prévenez éventuellement la secrétaire médicale, soit par téléphone, soit par mail, pour être sûr qu'elle n'a pas oublié la prévision de prochaine convocation. Je rends la parole. Ouais. Voilà, pour Madame Antonietti, alors il faut juste qu'on la formalise, la liste INSEE. Et alors, si vous ne l'avez pas trouvé, l'ingénieur commercial sur le site de l'INSEE, s'il n'est pas écrit comme ça, vous ne le retrouvez pas non plus écrit comme ça, du coup, sur la liste qu'on vous fournira. Ça va être de l'approximation. En fait, il faudra regarder à quel code INSEE il se rapproche le plus. Je vais apporter une précision. Madame Antonietti, normalement, vous avez l'information qui doit vous être fournie par votre service qui s'occupe de la paye, puisque cette information est obligatoire dans le cadre de la paye. Et donc, si vraiment vous avez un doute, rapprochez-vous de la personne en charge de vos bulletins de salaire. Voilà, on a fait le tour des différents points et des questions qui étaient ouvertes. Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole sans aucun problème. Alors, il y avait juste encore une question sur la discussion du coup de Awa Koulibaly. Je suis obligé de faire adhésion de tous mes salariés. Monsieur Tavares, peut-être qu'on peut donner la parole. Je vais voir. Voilà, normalement, vous pouvez prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, du coup, ma question était, vu qu'il n'y avait pas de portail d'adhérents avant, est-ce que là, je suis obligée de rajouter tous les salariés qui étaient là avant janvier 2021? Alors non. Pardon. Oui. Non, justement, en fait, vous aurez une reprise de toutes les données qui sont déjà dans notre logiciel. Donc, si vous aviez 20 salariés qui étaient actifs, vous aurez du coup les 20 salariés qui seront présents sur le portail adhérent, avec du coup les postes de travail, avec toutes les informations que vous nous aurez données du coup les années précédentes. Ok, et du coup, ceux qui sont arrivés pendant qu'il n'y avait pas de portail, je suis obligée de les rajouter quand même.
Alors, si vous n'avez pas prévenu du coup l'assistante des personnes qui sont entrées et donc qui n'ont pas eu de visite, oui, vous allez devoir du coup, vous aurez du coup à les créer dans le portail. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a également une demande de parole de Madame Splindler. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Christine. Bonsoir. Salut tout le monde. Christine. Salut Laurent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Tavares. Je crois que j'ai un peu la même question que la dame précédente. Simplement, j'ai 3 employés qui sont rentrés, qui sont arrivés au mois de janvier là. Donc, parce que ce qui me pose question, c'est que vous nous dites par conséquent dans le courrier que vous nous avez envoyé, nous vous demandons de mettre à jour et valider la liste des salariés présents dans votre établissement au 1/1/2021. Là, je vais essayer je crois que j'ai compris la question et je vais essayer de vous répondre le plus clair possible. En fait, non, si on peut tout à fait rigoler, on est là pour ça. En fait, il y a 2 choses. Vous avez une obligation en tant qu'employeur ou représentant d'employeur de faire une déclaration d'effectifs chaque année avec les effectifs présents au 1er janvier de chaque année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ne vous empêche pas, au fur et à mesure de l'année, de mettre à jour vos effectifs et de faire les entrées et les sorties de vos salariés au fur et à mesure que les événements se produisent. Ça permet d'anticiper et ça permet aussi d'avoir une liste d'effectifs en fin d'année qui soit la plus juste possible. Donc aujourd'hui, pour ce qui est donc du cas précis dont vous parlez, vous pouvez tout à fait, d'abord, dans un premier temps, vérifier votre liste d'effectifs, éventuellement rentrer vos nouveaux salariés s'ils sont rentrés après le 1er janvier. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ensuite, quand vous allez aller dans votre déclaration d'effectifs et que vous allez vouloir valider votre liste d'effectifs, il n'y a que ceux qui sont datés d'avant le 1er janvier 2021 qui vont figurer sur cette liste-là. Voilà, c'était ça. Ok. Voilà. Bah, et c'est bien cette liste-là qu'on valide et c'est bien celle-ci qui servira de base pour l'appel de cotisation qui sera faite dans les prochains jours. Voilà, ensuite, pour vos nouveaux salariés, une fois qu'ils auront été vus en cours d'année, vous aurez des appels de cotisation, ce qu'on appelle des appels de régularisation, qui vont intervenir en fin de chacun des semestres. Donc, une première facture qui arrivera, si vous avez eu des nouveaux arrivés de salariés, qui arrivera début juillet, et la dernière facture de régularisation en fin du 2e semestre, donc aux alentours entre le 20 et le 31 décembre pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc je peux rentrer tout le monde, là, j'y vais. Tout à fait. On est bien, ça que je voulais savoir. Le seul point sur lequel il faut vraiment être vigilant, c'est de bien contrôler votre liste des salariés pour bien vous assurer que vous avez bien entré et sorti tous les salariés qui devaient être présents en 2020. Oui, je vais faire tout ça, je vais faire ça consciencieusement, ouais, exactement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pardon. Je peux me permettre de prendre la parole. En fait, je voudrais dire à tous, en fait, dès lors que vous avez fait de manière prospective, hein, c'est-à-dire aussi bien en arrière qu'en avant, pour les départs passés que pour les arrivées futures ou les départs futurs sur le portail, ne checkez, enfin, vous posez pas 15 000 questions. Dès lors que vous allez faire la déclaration d'effectifs, le chiffre il va vous être mentionné par le portail, il est juste au 1er janvier. Après, oubliez pas ça, en fait. C'est que souvent, quand on a des adhérents qui reviennent vers nous, en fait, ils sont pas d'accord sur le chiffre. C'est simplement qu'ils ont zappé que le chiffre, le décompte, il est au 1er janvier. Et donc, ça n'intègre pas, en fait, les salariés qui sont arrivés après ou ceux qui partent après le 1er janvier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. En tout cas, merci beaucoup, c'est très bien, formidable. Hein. Merci. Comment tu as trouvé, Christine? Parfait, c'est très bien. J'ai passé c'est très bien expliqué. Voilà, bravo et bonne soirée à tous. Hein. Merci à vous et bonne soirée. Merci, à bientôt. Hein. Donc, je désactive le son. Hein. Merci. Si quelqu'un d'autre a des questions ou si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Bon, je vois qu'on a des messages de remerciements et de félicitations pour l'espace qui semble plutôt intuitif. Ben, merci pour ces remarques, merci pour ces remerciements. A priori, il n'y en a plus de questions, donc je vais clôturer ce webinaire. Ah si, ben voilà, on a une question, il suffisait de demander. Madame Guilger, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro.
Oui, pardon, bonjour. On vous entend. Je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas entendu depuis le début. Est-ce qu'il est possible de revoir? Alors, je vais préciser, effectivement, le webinaire a été enregistré et il sera mis à disposition de l'ensemble de nos adhérents demain dans la journée. Il y aura un mail qui vous parviendra et vous pourrez revisionner le webinaire sans aucun problème. Alors, par contre, on ne sait juste pas encore quelle prise on va vous transmettre. Hein. Ça sera peut-être pas celle d'aujourd'hui, peut-être plutôt celle du précédent webinaire de lundi. On ne sait pas encore trop. C'est ça. On a eu 2 webinaires, on a enregistré les 2, donc on choisira un des 2. Ah, donc celui d'aujourd'hui, il est probable qu'il ne soit jamais diffusé. Ah si, éventuellement. Enfin, on choisira celui qu'on estime être le plus complet, mais de toute façon, on a balayé, enfin, les questions qui ont été évoquées aujourd'hui, on a pratiquement eu les mêmes questions lors du dernier webinaire, donc vous ne devriez pas avoir de différence particulière, si ce n'est les personnes qui étaient spectateurs et qui sont intervenus en cours de séance. Mais pour le reste, les questions sont les mêmes. Et même s'il devait y avoir un sujet qu'on a oublié d'aborder, vous pouvez revenir vers nous pour nous poser des questions particulières. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais encore donner la parole à Madame Rigaud. Au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir. Je vous remercie également pour cette bonne présentation. Moi, j'avais simplement une interrogation. Ça concerne donc notre groupe. Il y a 5 entités. Et il faudra donc que je crée un espace pour chaque entité. Alors, expliquez-nous qui vous êtes, si vous voulez bien, si ce n'est pas confidentiel. Non, il n'y a pas. Corinne Rigaud, Société Laure Industrie. Voilà. Ah, Laure, ok. Oui, Corinne, pardon, on a échangé par mail en fait. Oui, exactement. À privilégier ce canal avec moi. Oui. C'est pas forcément la peine de... C'est un cas assez particulier, exotique. Oui. Il vaut mieux qu'on règle ça hors webinaire, si vous voulez bien. D'accord, il n'y a pas de souci, on peut se rappeler. Avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Je ne vous cache pas que je suis très occupé en ce moment, mais je ferai au mieux. D'accord, mais je vous laisse revenir vers moi, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je remercie tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ça vous a plu, Corinne, le webinaire? Très bien. Ah, merci. C'est une première pour moi. Pour nous aussi, hein. Presque. Génial, génial. Merci à tous. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Mais merci aussi. Bonne soirée. Merci, Monsieur Fontan. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer cette session. Je vous remercie d'avoir… Voilà. N'hésitez pas. J'ai fait cette histoire de SIRET, là, comme vous l'avez mise sur la fac. Le seul problème, c'est que ça ne m'ouvre pas Outlook, ça m'ouvre un autre logiciel que je n'ai pas et que je n'ai pas envie d'avoir. D'accord. Donc, est-ce que je peux, en récupérant cette adresse, prendre Bien sûr. Vous pouvez récupérer l'adresse et faire un mail classique et envoyer l'information par mail classique. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Bon, super. C'est ce que je vais faire. Au pire, effectivement, vous arrivez à faire un copier-coller en fait, des informations. Oui, et pas de problème. Vous pouvez le faire en direct, il n'y a pas de souci. Mais super, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne soirée. Voilà. Si quelqu'un d'autre souhaite encore intervenir, n'hésitez pas. Ah, c'est le moment là. Après, on va couper la visio. Hein. Dernière chance, avis motivé. A priori, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je tenais à vous remercier pour votre participation. Ah si, Madame Spindler, a priori, qui reprend le micro. Je m'amuse avec le micro, excusez-moi. Allez-y. Bon, non, simplement, merci pour tout, hein, pour tout ce moment. Et puis, c'était très bien expliqué, voilà. C'est très gentil à vous. Vraiment. Et je vous souhaite vraiment à tous une très bonne soirée. Merci, très bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, sinon, on n'a pas vu en direct, mais on a reçu plein de messages écrits aussi, de remerciements, de gens qui disaient que c'était très clair, qu'ils avaient apprécié. Enfin bref, on apprécie aussi de notre côté, ça nous fait plaisir. Ravi que ça soit bien passé. Vraiment, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ultérieurement sur l'adresse mail espace.adhérent@acst-strasbourg.com.
Et sinon, bah, je laisse la parole à M. Tabarès pour conclure cette réunion. Voilà, donc a priori, on n'a plus personne qui demande la parole. Donc je vais effectivement clôturer ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.